Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour ce séminaire sur la féminisation des conseils d'administration de coopératives agricoles. Ce séminaire se déroulera en deux phases différentes. Dans la première partie, on se consacrera à la sensibilisation aux stéréotypes. Il s'agit de mieux comprendre comment les stéréotypes de genre conditionnent nos actions. Claire Sadi, consultante et fondatrice de Tipeee Formation, déplorera cette partie, comme elle le fait souvent auprès de nombreuses entreprises ou institutions. Dans un deuxième temps, les ailes de la COP vous partageront leurs recommandations soutenues par la coopération agricole. Elles se présenteront dans cette deuxième partie. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Claire Sadi, qui se présentera mieux que je ne le ferai. Merci. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'animer une séquence pour ce webinaire des ailes de la COP. Donc je me présente, je suis Claire Sadi, je suis formatrice et consultante depuis 14 ans. Vous voyez en haut de ma diapo les différents domaines dans lesquels j'interviens. Moi j'ai un passé de responsable ressources humaines au sein d'un centre de formation, donc RH pour moi ça voulait dire rendre heureux, voilà. J'ai créé mon organisme de formation donc en 2008 et puis j'ai fondé un incubateur dédié à l'entrepreneuriat des femmes à Lyon qui s'appelle Les Premières et je me suis occupée des 14 incubateurs qu'on avait en France et à l'étranger. Les femmes ne créent insuffisamment d'entreprises en France, donc il faut les aider. J'ai fait également de la politique auprès du maire de Lyon, Gérard Collomb. J'ai écrit un livre sur la conduite de projets créatifs et responsables. Et j'ai fondé pas mal d'associations en France, à Paris, à Lyon notamment, sur les femmes dans le monde économique. J'anime les formations à l'ENA depuis 2016 et j'ai eu la médaille du mérite en 2017 pour les différents engagements bénévoles que j'ai pu avoir. Voilà, donc ce que je constate depuis 14 ans que je suis engagée dans la mixité, femmes-hommes au sein des organisations, c'est que les femmes ont du mal à revendiquer le pouvoir et c'est aussi ce dont on va parler aujourd'hui. Puis 4 ans que j'accompagne les ailes de la COP, donc c'est quelque chose que je fais avec grand plaisir, avec une super équipe. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, se dire à quoi ça sert la mixité dans les conseils d'administration. Il faut quand même que ça ait une utilité, sinon on ne va pas aller dans ce chemin-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes dans les CA? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui cherchent des femmes, hein, qui aimeraient bien en avoir un petit peu plus. Comment on fait pour les attirer, pour les convaincre d'accepter un poste? On va voir que c'est peut-être pas aussi évident que pour les hommes. Elles font face à un certain nombre de freins. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir cette mixité au sein des conseils d'administration? Donc moi, j'ai toujours 2 phrases qui guident ma communication. Je vais toujours écouter les autres comme si j'avais tort et en revanche, je vais toujours vous parler comme si j'avais raison. Et ben, c'est exactement dans cet état d'esprit que j'anime ce webinaire et je vous invite à m'écouter comme si vous aviez tort. Je sais que c'est pas évident, hein, de mettre de côté ses convictions. Mais juste le temps là, les petites 40 minutes que je vais utiliser, la question que je vous pose, la première question, vous allez noter la réponse sur la case numéro 6. Les scientifiques, ils ont démontré quelle était la répartition femmes-hommes au sein d'un groupe qui était idéal pour avoir le plus d'intelligence collective? À votre avis, est-ce qu'il faut un peu plus de femmes que d'hommes? 50-50, donc c'est ce qu'on appelle la parité, hein. Je vous rappelle que parité et mixité, c'est pas pareil. Et ou est-ce qu'il faut un peu plus d'hommes que de femmes? Alors, la bonne réponse, j'espère que vous êtes nombreux à la voir, eh bien, c'est la réponse numéro 1. Il a été démontré que quand il y a un petit peu plus de femmes dans un groupe, il y avait un peu plus d'intelligence collective. Mais c'est quoi l'intelligence? C'est la même chose que le raisonnement? Comment vous définissez l'intelligence, Émile Servan-Schreiber? L'intelligence, je crois que la meilleure définition a été donnée par Jean Piaget. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. Donc c'est à la fois du raisonnement, de l'intuition, De l'induction, de la bonne réaction, etc. L'intelligence collective, ça veut dire que plus on est, meilleur on est, surtout si on est des femmes? Et ça n'est pas une boutade? Non, alors c'est pas une boutade, c'est très intéressant. Donc, il n'y a pas très longtemps de ça, à Carnegie Mellon et au MIT, des scientifiques ont décidé de mesurer le QI d'un groupe, Oui. ce qui n'avait jamais été fait avant. On s'est tous fait mesurer le QI à l'école à un moment ou à un autre. Là, ils ont décidé de mesurer le QI d'un groupe. Est-ce qu'on peut
identifier de façon aussi tangible que pour un QI individuel quelque chose qui représenterait l'intelligence, par exemple, de notre groupe ici, à nous quatre. Oui. Et ils ont réalisé que oui, on pouvait faire passer des tests à un groupe, mesurer son QI, et ce chiffre était prédictif de la capacité du groupe à résoudre le prochain problème qu'on allait lui montrer. Ils se sont rendus compte aussi que cette intelligence du groupe ne dépendait pas des intelligences individuelles dans le groupe. Ce n'est pas parce qu'il y avait des QI très hauts dans le groupe que le groupe allait lui-même avoir un gros QI. Ça dépendait d'autres choses. Alors ils se sont dit de quoi est-ce que ça dépend, et ils ont découvert que ça dépendait en particulier de la proportion de femmes dans le groupe. Alors là, ça les a C'est parce que les femmes savent s'écouter, elles savent s'entendre, elles savent coopérer, elles font preuve de plus de bienveillance. C'est ça ce que vous expliquez. Voilà. Une intelligence collective fonctionne à partir du moment où on a la liberté de parole et surtout l'élégance de l'écoute. Absolument. C'est-à-dire que ce qui déterminait la qualité du groupe, son intelligence, c'était le temps de parole, l'égalité du temps de parole. Et le fait de pouvoir plus facilement discerner en vous regardant dans les yeux quelle est votre émotion. Et donc cette capacité de sensibilité sociale, qu'on peut mesurer avec un test assez simple, est quelque chose qui fluidifie la communication. Et la qualité de notre groupe va dépendre en fait de la qualité de notre communication, de la qualité des connexions entre nous. Donc voilà pourquoi il faut un petit peu plus de femmes que d'hommes dans un groupe pour que ça fonctionne. Sachez que de toute façon, dans les CA, il faut un seuil de mixité de minimum 30% pour qu'on ait un effet sur l'intelligence collective. Donc ça veut dire que si votre CA est composé de 20 personnes, eh bien, il faut qu'au minima, il y ait 6 femmes pour qu'on ait un impact de la diversité et de la mixité sur votre intelligence collective. Alors, pourquoi c'est important la mixité? Parce que déjà, ça va augmenter la satisfaction des clients. Donc, je pense que pour toutes les coopératives, c'est quand même un objectif plutôt sympathique. Et puis, vous voyez que dans les chiffres, ça permet d'avoir un résultat opérationnel supérieur de 48%. Donc, on est sur des chiffres qui sont extrêmement intéressants. La mixité est productrice de performance. Et puis, ça permet également d'augmenter la motivation des employés. Donc ça, ce sont des études scientifiques qui sont très robustes, qui tous les ans donnent les mêmes résultats. La mixité est source de performance. Alors, si on fait un petit focus, un petit zoom sur le turnover dans les postes d'administratrice, dans les conseils de coopératives agricoles, d'accord? Donc là, je parle bien de votre secteur. À votre avis, vu le taux de renouvellement actuel, il faudra attendre 9 ans pour renouveler tout un conseil, il faudra attendre 15 ans, ou il faudra attendre 21 ans. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse numéro 3. Malheureusement, il faudra attendre 21 ans. Il faut être extrêmement patient. Moi, je préférerais que ça se fasse un petit peu plus vite. J'espère que vous aussi. Autre question. Parmi ces réponses, laquelle explique le plus l'écart de salaire entre les femmes et les hommes, qui est d'à peu près 25%? Est-ce que c'est parce que les femmes occupent des métiers différents? Est-ce que c'est parce que les femmes sont plus en temps partiel? Est-ce que c'est l'âge? Ou est-ce que c'est la taille de l'entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence? Vous savez que cette différence de 25%, on peut l'expliquer, hein, elle est en grande partie explicable. Eh bien là, la bonne réponse, c'est toutes les réponses. C'est-à-dire que tous, vous pouvez entourer la case, tout simplement parce que toutes ces raisons-là explique la différence de salaire. Mais si on regarde un tout petit peu plus près, regardez mon diaporama. En fait, il va y avoir l'effet du temps partiel qui joue à 9,4%, l'effet de l'inégale répartition des métiers, ça veut dire que les hommes sont plutôt dans les métiers mieux payés que les femmes, et puis il y a tous les autres effets pour 2,3%. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une part non expliquée de 10,5% sur ces 25%, c'est-à-dire 41% des cas, qu'on n'arrive pas à expliquer. Ce qui veut dire que c'est quoi? Que c'est de la discrimination pure. Ce sont parce que ce sont des femmes qu'elles sont moins payées. On n'arrive pas à expliquer cette part-là. Et ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Alors, pourquoi il y a si peu de femmes dans les conseils d'administration? Eh bien, peut-être que cette image va vous donner un début de réponse. Ok, c'est une image humoristique. Ok,
elle est extrêmement stéréotypée. Et d'ailleurs, quand je la montre, il y a souvent des hommes qui me disent « Ah, mais Claire, moi, je n'aime pas ton image. Là, moi, je suis quelqu'un de romantique. Je n'aime pas ce que l'homme pense, etc. etc. » Et bien oui, vous voyez que les stéréotypes, c'est quelque chose qui va enfermer les hommes aussi bien que les femmes. Et c'est quoi des stéréotypes? Des stéréotypes, c'est des choses qu'on nous apprend. C'est des choses qui sont issues de notre culture. Hein, on nous apprend à devenir un homme, on nous apprend à devenir une femme. C'est cette phrase de Simone de Beauvoir qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Ensuite, c'est du prêt à penser, c'est très pratique, les stéréotypes. On n'a pas à refaire le monde à chaque fois qu'on pense aux Italiens. Les Italiens, ils mangent des pâtes. Les Allemands, ils sont rigoureux. Les femmes, elles sont émotives. Les hommes, ils sont courageux, etc., etc. Ensuite, la plupart du temps, ils sont non conscients, c'est-à-dire qu'on arrive à les diffuser de façon sans même y penser, parce que c'est des réflexes en fait. Alors, ils peuvent être vrais, ils peuvent être faux, parfois ils sont faux, mais pour autant, même s'ils sont faux et qu'on n'est pas d'accord, ça nous arrive de les diffuser encore. Donc, vous voyez, moi qui suis une féministe, mais féministe, pour moi, féministe, c'est un humanisme, ça m'arrive encore de diffuser des stéréotypes, alors ce qui m'agace profondément, mais parce que tant qu'on n'a pas pris conscience des choses, on peut encore les diffuser. Donc, la première étape, c'est de prendre conscience des choses. Et puis, il y a autre chose à savoir qui est important. C'est que très souvent, on utilise deux mots de façon inappropriée. On parle de genre et on parle de sexe. Ce n'est pas la même chose. C'est quoi le sexe? Le sexe, je pense que c'est quelque chose d'assez facile à comprendre pour chacun. Il suffit de regarder physiologiquement ce qu'on a entre les jambes. On voit bien si on est un homme ou si on est une femme. Le genre, c'est quoi? Le genre, c'est le construit social, c'est-à-dire comment on nous apprend à nous comporter en homme ou en femme. Donc, vous voyez qu'il y a le sexe qui est plutôt, on va dire, quelque part physiologique, génétique, et le genre qui est plutôt culturel, éducationnel. Et ce qui est très important, c'est de savoir qu'à la naissance, les enfants, ils ont seulement 10% de leur connexion neuronale qui sont présentes. Ça veut dire que 90% de ce que nous sommes, c'est de l'éducation. Et vous voyez que ces stéréotypes, ils sont absolument partout. On les retrouve, par exemple, dans une campagne de l'éducation nationale qui date de 2011, elle est un peu vieille, mais elle est quand même extrêmement troublante, parce que l'éducation nationale, c'est comme ça qu'on éduque nos enfants. Vous voyez que Julien, il a de l'ambition, pendant que Laura, elle rêve. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les stéréotypes, on les retrouve beaucoup également dans la publicité. On voit qu'une auxiliaire de ménage, c'est plutôt une petite fille avec un univers rose. On voit que pour cette pub pour une banque, pareil, les filles, c'est des danseuses, et puis les garçons, c'est des rugbyman bien courageux. Puis après, bien sûr, il y a toutes les pubs sur les blondes, enfin les blagues sur les blondes, etc. Alors, ça m'énerve particulièrement, moi, vous vous en doutez. Et puis, regardez cette pub-là, voilà, nous louons aussi aux femmes. Cette voiture qui a eu un accident, c'est quand même un petit peu choquant, non? Et puis, pour la fête des mères, bien sûr, nous, on a droit aux produits ménagers à prix réduit, on a de la chance. Et ça, c'est encore le cas, vous voyez, en 2022, ça date de la semaine dernière, le 26 mai 2022, Bonne fête maman, c'est un aspirateur. Donc, on voit que les stéréotypes, ils sont quand même encore un petit peu partout, c'est bien malheureux. Et puis, vous voyez, pour préparer ce webinaire, je me suis amusée, je me suis dit, je vais taper sur Google, si je tape agriculteur. Et voilà ce que me propose Google quand je demande des images d'agriculteurs, donc des hommes. On les voit plutôt de dos, on les voit travailler le produit, on les voit, c'est plutôt sérieux, etc. Et quand je tape agricultrice, vous allez voir que les images sont quand même un petit peu différentes. Alors, les femmes, elles sont, on va dire, 80% du temps avec des animaux, dans le care, dans le prendre soin. On les voit plutôt de face, avec un beau sourire. Vous voyez que certaines, elles sont quand même un petit peu en tenue légère. Bon, c'est quand même assez bizarre. Je ne sais pas, amie agricultrice, si vous travaillez habillée comme ça m'étonnerait. Enfin, vous voyez qu'on a encore énormément de stéréotypes. Et ça, cette recherche, elle date d'il y a 2 jours. Donc voilà, il y a encore des choses à faire. George Land, il a mené une étude parce qu'il voulait tester la créativité des gens, des adultes. C'est un test qui est utilisé par la NASA. C'est quoi la créativité? C'est le fait d'être capable de donner plein de solutions différentes à un même problème. Alors, à votre avis, combien d'adultes ont été reconnus comme créatifs? Quel pourcentage? 98%, 30%, 12% ou 2%? La bonne réponse, c'est 2% malheureusement. Mais regardez à quoi correspondent les autres pourcentages. 98%, ce sont les enfants de 5 ans. 30%, c'est à 10 ans. 12%, c'est à 15 ans. Et 2%, ce sont les adultes.
Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, on peut en déduire tout simplement que notre éducation, notre culture va nous formater. En fait, ce que vous montre cette diapo, c'est l'impact de l'éducation, du formatage, des conventions, de tout ce qu'on apprend dans ce qu'on devient. Eh bien, les stéréotypes, ils fonctionnent exactement de la même façon, malheureusement. Et puis, ils peuvent apparaître très tôt. Je vous raconte cette petite expérience du pyjama jaune. Vous voyez ce bébé qui est en pyjama jaune, donc on ne peut pas dire si c'est une fille ou un garçon. Eh bien, on monte une vidéo de ce bébé qui pleure. Alors, ce bébé, il pleure très fort, hein, à 2 groupes d'adultes qu'on met dans 2 pièces séparées. Le premier groupe, on leur dit « Regardez ce petit garçon qui pleure. À votre avis, pourquoi il pleure ?» Alors là, les gens répondent « Oh, bah, ce petit garçon, il a du caractère. Hein, là, il fait savoir qu'il a faim, etc. Hein, il est voilà, il faut le nourrir, etc. C'est bien, il revendique, machin. » Et puis, deuxième groupe, on leur dit « Regardez cette petite fille qui pleure. À votre avis, pourquoi elle pleure ?» Alors, je vous laisse deviner. Hein. Il y en a qui ont dit « Oh, bah, elle est triste. Elle a besoin des bras de sa maman, il faut la consoler. » Ou alors, il y en a d'autres pires qui ont dit « Oh, bah, dis donc, elle est capricieuse, celle-là, hein, c'est une chouineuse, faut qu'elle arrête, etc., etc. » En tout cas, vous voyez bien que les projections des adultes ont été extrêmement différentes, que ce soit une petite fille ou un petit garçon. Et donc, forcément, ça va induire un comportement de la part du bébé qui ne va pas être le même et qui commence à construire quelque part son genre. Alors, si je vous montre cette image un peu compliquée, ça, c'est une autre expérience qui est absolument fascinante. Vous voyez, cette image, elle n'est pas très simple à retenir. Pourtant, on a dit à des adultes, vous allez devoir la reproduire. Essayez de la mémoriser. On l'a laissée sous leurs yeux pendant un quart d'heure, donc ils avaient le temps de la mémoriser. Hein. Et puis ensuite, on a enlevé cette image de leur vue. Sauf que le premier groupe, on leur a dit, on va vous faire un exercice de géométrie. Regardez bien cette figure géométrique, vous allez devoir la reproduire. Le deuxième groupe, on leur a montré donc la même image et on leur a dit, on va vous faire un exercice de dessin. Regardez bien ce dessin, vous allez devoir le reproduire. Donc, vous voyez, même image, deux consignes différentes, géométrie, dessin. Les résultats entre les deux groupes ont été excessivement différents. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse 2 secondes de réflexion. C'est très dur pour moi de ne pas pouvoir vous entendre, hein, mais peut-être que vous vous dites, bah, le dessin, c'était un petit peu plus créatif, etc. Ou la géométrie, c'était plus droit. Mais ce n'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que dans le groupe géométrie, les garçons ont beaucoup mieux réussi l'exercice que les filles. Dans le groupe dessin, les filles ont beaucoup mieux réussi l'exercice que les garçons. C'est quand même hallucinant quand on y pense. Non? C'est la même image. Comment on peut expliquer ça? Eh bien, tout simplement, ça, c'est l'impact de ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est-à-dire que dans le groupe géométrie, les filles se sont dit, la géométrie, ouh là là, c'est pas pour moi. Ah non, moi, les maths, les sciences, tout ça, c'est pas fait pour moi, etc. Non, mais je ne vais pas y arriver. Eh bien, vous voyez que quand on pense qu'on ne va pas y arriver, eh bien, comme par hasard, on n'y arrive pas. Ça s'appelle une prophétie auto-réalisatrice. Donc, il faut faire extrêmement attention parce que les femmes vont avoir tendance à penser qu'elles ne vont pas y arriver dans plein de domaines. Je ne suis pas bonne pour la parole en public, je ne suis pas bonne pour faire valoir mon point de vue, je ne suis pas bonne, etc. Et ça, ces croyances limitantes, ça va énormément les bloquer. Attention, les croyances limitantes, c'est le propre des hommes et des femmes. Hein. Simplement, ça ne va pas être les mêmes. Donc, c'est quelque chose dont il faut absolument pouvoir tenir compte. D'ailleurs, quel est le pourcentage de réussite des garçons au baccalauréat scientifique, sachant que le pourcentage des filles est de 93%. À votre avis, c'est 86%, 90% ou 94%? Ils réussissent un peu mieux que les filles ou un peu moins bien? Alors là, je n'arrive pas à voir le numéro de case. Case numéro 2. 2, voilà, sur la case numéro 2. Alors, c'est les résultats de 2018. Hein. Alors, la bonne réponse, c'est 90%. D'accord? Donc, on voit que les filles réussissent un petit peu mieux que les garçons. Bon, 3%, on ne va pas s'en glorifier. Mais ce qui est vraiment triste,
c'est qu'après le baccalauréat, alors qu'elles réussissent très bien en matière scientifique, eh ben, elles ne vont pas s'orienter vers les écoles d'ingénieurs. Eh ben, tout ça, c'est avant tout à cause de stéréotypes, de croyances limitantes, etc. Donc, il faut savoir aussi rassurer les femmes. Alors, il faut savoir que les stéréotypes, évidemment, ça a une influence extrêmement forte sur la vie familiale également. Hein. À votre avis, en France, par rapport aux hommes, combien les femmes, par rapport aux femmes, pardon, les hommes consacrent aux tâches domestiques? Moitié moins de temps, un tiers moins de temps ou le même temps? Donc là, vous allez noter sur la case numéro 3. Vous avez vu que je n'ai pas mis plus de temps. Bon, je ne sais pas si quelqu'un aurait répondu ça, mais on se doute que ce n'est pas ça. Hein. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse A, d'accord? Moitié moins de temps. Ce qui est certain, et malgré un peu une intuition qu'on peut avoir, c'est que les choses ne changent pas réellement. Elles changent à la marge. Hein. On est toujours sur des femmes qui sont extrêmement dépositaires des tâches domestiques et ménagères. Et ça, on sait que c'est un frein qui est quand même énorme dans le fait qu'elles acceptent des responsabilités, notamment le soir pour des conseils d'administration. Hein, donc l'idée, pourquoi pas décaler les heures de conseil, faire en sorte de les faire à distance pour leur faire gagner un petit peu de temps, etc. Il faut savoir que les charges mentales sont essentiellement assurées par les femmes. Bon, vous avez vu que j'aime bien les petites images humoristiques. Hein. J'espère qu'elles ne vous choquent pas trop. Hein. J'aime bien un peu la provoque. Et puis, autre source de discrimination ou de stéréotypes qui peuvent empêcher la progression des femmes, eh ben, c'est le langage. Je vous invite à lire cette petite histoire incompréhensible. C'est l'histoire d'un père et de son fils qui ont un accident de voiture. Malheureusement, vous voyez, c'est une histoire qui n'est pas très drôle, hein, le père décède. Lui, le fils, il est transporté à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, le chirurgien arrive et dit « Mais je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils. » C'est bizarre cette histoire. Pourquoi? C'est quoi la clé? Alors c'est marrant parce qu'on a posé cette question-là à des gens dans la rue et la réponse des gens, certains ont dit alors il y a deux pères? Oui, c'est vrai, ça pourrait être un couple homosexuel. Hein. Non, la bonne réponse c'est quoi? Eh bien tout simplement que le chirurgien, c'est une chirurgienne, c'est sa maman. Hein. Mais vous voyez que c'est difficile de se projeter dans un métier quand les noms de métiers, les titres de fonction ne sont jamais féminisés. Donc c'est important pour les femmes, pour les petites filles aussi, de pouvoir féminiser les titres et les fonctions pour qu'elles puissent s'y projeter. Voilà, l'État verrait d'un bon oeil qu'une femme prenne la direction du groupe. Ah, la femme de qui? En fait, je voulais faire un petit focus sur quelque chose de très important, c'est comment est-ce que les femmes se comportent au travail. Il faut savoir qu'elles vont avoir tendance à se comporter un peu comme des bises. Vous savez, des abeilles, c'est-à-dire des gentils élèves appliqués, plutôt scolaires, qui vont bien faire ce qu'on leur demande de faire, 100% de leur fiche de poste. Et puis entre midi et 2, elles vont manger un sandwich rapidement parce que le soir, elles doivent partir à 17h chercher les enfants. Évidemment, la nounou leur a dit de venir à l'heure, etc. Et puis les femmes, elles vont un peu de parler de ce qu'elles font de bien. Hein, elles ne font pas forcément un peu de politique dans les couloirs. Tandis que l'homme à côté, lui, il va faire évidemment toujours ce qu'on lui demande, mais il ne va pas oublier d'aller manger entre midi et 2 avec le PDG, parce qu'il a un petit peu plus de temps le soir. Hein, il n'est pas obligé forcément d'aller chercher les enfants. Et puis, il va parler de lui en bien. Voilà. Et puis, c'est sûr que le jour où il y a un poste qui se libère, l'homme, il va dire, ce poste, il est pour moi, évidemment, je suis le meilleur, etc. La femme, elle va se dire un peu naïvement, peut-être, on va forcément penser à moi, puisque je fais un très bon boulot, donc je mérite ce poste, et forcément, il sera pour moi. Bon, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des grandes chances que ce soit l'homme qui ait le poste et la femme qui aura un sentiment de non-reconnaissance, d'ingratitude et qui peut-être d'elle-même va s'auto-exclure et se mettre de côté. Alors, ce que je vous dis là, évidemment, je sais bien que c'est un peu simplificateur, caricatural, et pour autant, tout ce que je vous dis là a été démontré. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, malheureusement, c'est que les femmes croient que le monde est une forme de méritocratie, on a ce qu'on mérite dans la vie. J'aimerais bien que ce soit le cas, et heureusement que c'est le cas de temps en temps. Hein. Mais globalement, il faut aussi qu'elles apprennent à se vendre et qu'elles oublient ce qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que les femmes, elles se sentent rarement
légitime. Vous voyez, quand un homme il a 50% des compétences, il va poser sa candidature à un poste. Une femme, quand elle a 80% des compétences, factuellement, elle ne va pas oser. Hein. Donc, il faut que les femmes apprennent à demander, fassent valoir ce qu'elles sachent faire de bien et pourquoi pas, grâce aux ailes de la COP, aillent se former à l'assertivité. L'assertivité, c'est un très joli mot pour dire je m'affirme pacifiquement, j'ose dire ce que je veux dans la vie. Vous savez, les femmes, déjà, il faudrait qu'elles apprennent, oui, à courir après leurs rêves, hein, parce qu'au pire, elles maigriront, hein, et puis peut-être qu'elles les atteindront. Mais il faut qu'elles apprennent à parler un petit peu différemment. Vous voyez que Jeanne et Pierre, qui font exactement le même métier, ils vont pas présenter les choses de la même façon. Jeanne, elle va dire, voilà, je fais partie de l'équipe de la Business Unit depuis 5 ans. Nous nous occupons du lancement d'un produit. Je ne peux pas vous en parler pour l'instant, hein, c'est notre président qui va le présenter à la presse en 5 semaines. Et vous voyez que Pierre, qui fait exactement la même chose, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, voilà, je m'appelle, alors excusez-moi, voilà, je m'appelle Pierre Dupont, donc déjà il va donner son nom, ce qui est bien, je suis directeur de la Business Unit, je dirige une équipe de 25 personnes et je gère un CA de 3 millions. Donc, vous voyez, il donne des chiffres, hein, ça fait crédible. Et dans 5 semaines, je mets sur le marché un produit stratégique pour le plus gros client de l'entreprise. On voit que Jeanne, elle va énormément utiliser le « nous hein, », elle va inclure son équipe. Les femmes ont du mal à parler au mode « je », elles veulent toujours dire « oui, mais c'est un travail d'équipe », etc., etc. En fait, très clairement, les femmes confondent le fait de se vendre et de se vanter. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand on se vante, évidemment qu'on va enjoliver les choses, qu'on va se mettre en avant en essayant d'écraser les autres, etc. Ce n'est pas le cas quand on se vend. Quand on se vend, on dit authentiquement et simplement ce qu'on sait faire de bien. Et je suis persuadée que vous qui m'écoutez, les femmes qui m'écoutez, je suis persuadée que vous êtes des professionnelles compétentes, que vous le savez et que souvent vous n'osez pas le dire. Eh bien, quel dommage, dites-le en toute simplicité. Ça peut vous aider effectivement à atteindre vos objectifs et à devenir administratrice. Vous savez qu'on est tous des petits génies en puissance. Hein, le monde va bientôt manquer de génies. Einstein est mort, Beethoven est mort. Bon, moi-même, je ne me sens pas très bien. Alors, bon, vous voyez, ce n'est pas très humble, mais globalement, c'est le cas pour tout le monde. Et puis, il faut savoir que les femmes, elles vont également connaître ces stéréotypes dans le milieu du travail et notamment au sein des conseils d'administration. Vous savez pourquoi les femmes, elles ont du mal à prendre la parole dans des conseils qui soient exécutifs d'administration? À votre avis, est-ce que c'est l'éducation qui les pousse à rester en retrait et à ne pas exprimer leurs idées? Elles vont donc intérioriser un peu un manque de confiance en elles et de légitimité à prendre la parole. Est-ce que c'est parce qu'elles n'aiment pas les ambiances de compétition, il faut un peu écraser les autres par la parole, et elles n'aiment pas trop, voilà, les hommes, comment ils dialoguent entre eux avec un peu de force, d'attaque, etc. Ou est-ce que c'est parce qu'elles sont beaucoup réduites au silence? En fait, il a été démontré qu'on leur coupe la parole plus souvent qu'aux hommes, donc elles ont un petit peu plus de mal à s'exprimer. À votre avis, quelle est la bonne réponse? Eh bien, peut-être que vous avez envie de dire les 3. Et oui, vous avez raison. Les 3 ont été démontrés. Voilà les 3 freins qui font que les femmes ont des difficultés à s'exprimer dans des groupes. Et vous savez, pour les femmes, ce n'est pas très simple, hein, parce que comment est-ce qu'elles doivent se comporter pour progresser? Ça, c'est une étude qui a été faite par Women Equity. Elles ont réussi à démontrer quelque chose. Est-ce qu'il faut que les femmes, elles soient plutôt dans un comportement masculin, très assertives, courageuses, elles montrent ce qu'elles veulent? Est-ce qu'il faut qu'elles soient elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles gardent un comportement féminin? Ou est-ce qu'il faut qu'elles mixent un petit peu les deux? Quelle est cette façon de faire qui va être la plus productive? Eh bien, il a été démontré qu'il fallait qu'elles réussissent à mixer les deux. Vous voyez que ce n'est pas très simple, c'est plus un art qu'une science. Il faut qu'elles soient masculines, c'est-à-dire qu'elles osent donner leurs ambitions, dire qu'elles veulent le pouvoir, mais attention, pas trop, parce que sinon, on va dire qu'elles sont un peu trop dures, autoritaires, ce sont des femmes-hommes, etc. Donc, vous voyez, il faut qu'elles trouvent une posture entre être ni bossy, ni princesse. Bossy, ça veut dire autoritaire. D'ailleurs, on dit d'une femme qui a de l'autorité qu'elle est autoritaire, alors qu'on dit d'un homme qui a de l'autorité qu'il a de l'autorité. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Voilà, parce que vous savez, les femmes, il faut qu'elles osent afficher leurs ambitions, parce que les gentilles filles, elles vont au paradis, et puis les autres là où elles veulent, hein. Donc autant aller là où on veut, hein. Bon, bien sûr, ça s'applique aux garçons aussi, hein, tout ce que je dis là. Les stéréotypes, je le redis, c'est des choses qui vont embêter aussi bien les garçons que les filles. On est d'accord. Dans un article qui est intitulé Pourquoi y a-t-il tant d'incompétents au pouvoir, la Harvard Business Review dit avoir découvert pour quelles raisons. À votre avis, est-ce que, donc sur la case numéro 7, est-ce que c'est parce que, c'est le principe de Peters, hein, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, on a tendance à s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence? Est-ce que c'est parce que nous avons tendance à confondre confiance en soi et compétence? Donc les personnes incompétentes, mais avec beaucoup de confiance en elles-mêmes, sont promues? Ou est-ce que c'est parce que finalement, il y a assez peu de personnes, hein, qui veulent le pouvoir, et celles qui le revendiquent ne sont pas les plus compétentes, donc elles sont promues, faute de meilleurs candidats, on est bien obligé de les promouvoir. Alors, quelle est la bonne réponse à votre avis? C'est très intéressant là ce qu'ils ont trouvé. Eh bien, la bonne réponse, c'est la numéro 2. En fait, ce qu'a démontré la Harvard Business Review, c'est que quelqu'un qui fait preuve d'énormément de confiance en lui-même, qui affirme les choses avec même de l'arrogance, vous voyez, en vous disant, mais ça c'est sûr, c'est comme ça, machin, je suis sûr de moi. Mais ça se trouve, il est en train de dire une énorme bêtise, quelque chose de complètement incohérent. Et bien, le fait qu'il le dise avec énormément de confiance en lui, va faire qu'on va le croire. Vous voyez que par essence, on va accorder de la compétence à des gens qui sont un petit peu, moi je les appelle les GG, vous savez, les grandes gueules, hein, les gens, voilà, hein, qui affirment les trucs, machin, etc. Et l'étude conclut par le fait que ça, c'est quelque chose qui va avoir tendance à handicaper les femmes. Pourquoi? Parce que de façon stéréotypée, les femmes sont éduquées à être beaucoup plus prudentes, à avoir moins confiance en elles, à affirmer les choses en se posant un petit peu plus de questions. Et de ce fait-là, alors que si ça se trouve, elles disent quelque chose de très intéressant et qu'elles sont très compétentes, et bien de ce fait-là, malheureusement, on risque de ne pas forcément les croire. Et ça, c'est un vrai problème. Vous savez, moi, je trouve que c'est plutôt rassurant de voir quelqu'un qui doute un peu et qui se pose des questions, hein, plutôt quelqu'un qui est sûr d'avoir raison à 100% tout le temps. Voilà. Donc, je trouve que c'est plutôt une qualité de la part des femmes. Vous savez, les femmes, hein, on ne peut pas rester dans vos... C'est ce que dit Winnie l'ourson, hein, on ne peut pas rester dans son coin de la forêt en attendant que d'autres viennent à nous. Hein. Il faut bien, à un moment donné, aller les voir et sortir de chez soi. Hein. Donc, l'idée, c'est quand même, les femmes, de faire du réseau, d'aller parler de soi en bien. Et d'ailleurs, comment réseautent d'ailleurs les femmes? Est-ce qu'elles font plutôt du réseau parce qu'elles aiment bien rencontrer des nouvelles personnes, parce qu'elles aiment bien se développer personnellement, parce qu'elles aiment construire des relations, hein, elles aiment bien être empathiques, puis bon, elles n'aiment pas trop faire du business avec des amis, ou est-ce qu'elles font du réseau plutôt pour avoir un retour? Donc on est plutôt sur du donnant-donnant. Est-ce qu'elles sont plutôt pushy, c'est-à-dire c'est elles qui vont faire du réseau? Est-ce qu'elles sont assertives? Est-ce qu'elles utilisent leur réseau? C'est-à-dire est-ce qu'elles l'instrumentalisent? Et puis, est-ce que leurs relations professionnelles deviennent des amis? À votre avis, c'est la réponse A ou la réponse B pour les femmes? Je pense que vous l'avez deviné, c'est plutôt la réponse A. Oui. Vous voyez que les hommes ont une utilisation du réseau qui est beaucoup plus pragmatique. Hein. Eux, ils veulent faire du business, ils veulent que voilà, ce soit donnant-donnant. Je fais du business avec toi, et tu en fais avec moi. Et puis, on peut devenir amis si on arrive bien à faire du business. Les femmes ont beaucoup plus de mal avec ce côté affectif et business. Hein. Je pense qu'elles peuvent peut-être enrichir leur façon de faire du réseau de ce que font les hommes, parce que c'est quand même intéressant. C'est comme ça que fonctionne le monde et c'est comme ça que les codes masculins fonctionnent et le monde, il est surtout à domination masculine dans le monde économique. Voilà, il faut savoir que 50% des femmes ont des stratégies de carrière alors que ce sont 80% des hommes. Vous voyez, ils sont un petit peu plus pragmatiques et je pense que c'est bien. Hein, quand on est une femme et qu'on vous demande si vous êtes capable de faire un travail, répondez bien sûr, je peux. Hein, puis après, vous allez vous débrouiller pour y arriver. Hein, Roosevelt, il avait un excellent conseil. Faites-vous confiance, je suis sûre que vous êtes compétente. Et entourez-vous de sponsors et de mentors. C'est quoi? Un sponsor, c'est quelqu'un qui va vous donner des bons conseils. Un mentor, pardon, qui va vous donner des bons conseils. Franchement, les ailes de la COP, ce sont des mentors. Venez aux ailes de la COP, elles vont vous donner des bons conseils. Et puis après, faites en sorte de trouver un sponsor. Un sponsor, c'est quelqu'un qui va vous aider à faire votre promotion.
C'est quelqu'un qui vous connaît bien, qui sait que vous êtes quelqu'un de qualité, une femme super, et qui va vous aider à rentrer au sein du conseil, qui va promouvoir votre candidature. Vous voyez, pour trouver des sponsors, ce qu'il faut, c'est vous vendre. Rendez-vous visible, demandez, faites connaître vos ambitions, faites savoir ce que vous faites de bien. Voilà, et je suis sûre que vous trouverez des sponsors qui sont des hommes, qui sont des femmes d'ailleurs, et qui vont vous aider à atteindre vos ambitions. Et je termine sur cette diapo. Je crois que c'est très important d'être conscient de quelque chose. C'est que, vous savez, promouvoir la mixité, ça demande du temps. Ça demande du temps et il ne faut pas se décourager. Vous savez qu'on va passer par 4 étapes. La première étape, c'est de ne pas savoir que la mixité est un problème au sein des COP. Par exemple, tant qu'on n'a pas mis en lumière le fait que c'est un problème, qu'il n'y a pas assez de mixité, on est dans le déni. Le déni peut être de bonne foi, de mauvaise foi. C'est juste qu'on n'a pas conscience que c'est un problème. Ou alors le déni de mauvaise foi, ce serait de dire oui, il y a peu de femmes dans nos conseils, mais c'est très bien comme ça. Ça, c'est un déni de mauvaise foi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant qu'on est dans le déni, il n'y a pas d'espoir de changer. Alors, la deuxième étape, c'est de prendre conscience qu'on ne sait pas, de prendre conscience qu'il y a un problème. Généralement, quand on prend conscience qu'il y a un problème, on a envie de changer, on a envie d'apprendre. Donc, on écoute, Claire Sadi dans un webinaire, on écoute les ailes de la COP, et là, on prend conscience d'un certain nombre de choses. On sait que l'on sait, et pour autant, c'est la zone d'inconfort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on sait ce qu'il faut faire que c'est forcément facile de faire. On n'a pas encore intégré les choses, ce n'est pas devenu automatique, et puis forcément, il va y avoir des résistances. Alors heureusement, la 4e étape, c'est quoi? C'est de plus savoir que l'on sait. C'est-à-dire qu'on a un plan mixité qui fonctionne tellement bien qu'on recrute des femmes dans le conseil sans même y penser. Au contraire, ça nous semble absolument génial d'avoir plus de femmes. Si on a un petit peu trop de femmes, on va se mettre à recruter des hommes, mais on est attentif à la mixité en permanence. Vous savez que quand on cherche à changer comme ça, la première étape, c'est quoi? C'est de sensibiliser aux stéréotypes pour sortir du déni, faire en sorte que les gens se disent « Ah oui, il y a un vrai problème ». Et puis, savoir que quand on impulse le changement, ça râle, ça résiste, tout ça, c'est normal. Bien sûr que votre conseil va vous dire « Oh oui, mais on se complique la vie à accueillir des femmes, etc. » Bien sûr, tout ça, c'est normal. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut savoir que ça va prendre du temps. Il faut être dans l'empathie, il faut comprendre les gens, il faut faire tous ces plans avec énormément de bienveillance. Ce n'est pas forcément facile de changer les choses. Et puis ensuite, on peut mettre en œuvre un plan d'action. Voilà, donc ça permet d'intégrer une deuxième femme au conseil et de faire en sorte que les choses deviennent une habitude, ce qui est vraiment très bien. Voilà, j'espère qu'avec ma petite présentation, je vous ai un peu convaincu ou un peu plus convaincu que la mixité dans les conseils, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement productif. Et puis, j'espère que s'il y a des femmes ici qui ont envie de candidater, vous allez le faire et vous allez revendiquer vos ambitions pour rentrer dans des conseils. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et s'il y a des questions, si on a le temps de prendre quelques questions, j'y réponds avec grand plaisir. Alors, les gens veulent surtout savoir, Claire, si tu peux leur transmettre la présentation que tu as diffusée. Avec grand plaisir. Moi, je souhaite partager cette présentation. Si vous voulez l'utiliser dans des présentations de groupe, vous en servir pour sensibiliser aux stéréotypes, cette présentation, elle a été faite pour ça. Donc, autant qu'elle se diffuse un maximum, j'en serais absolument ravie. Et sachez que, voilà, même les ailes de la seront à votre disposition, ou moi bien sûr, pour faire des petites présentations flash et essayer de convaincre les gens autour de vous. Mais avec grand plaisir, vous aurez toutes les diapos que je vous ai projetées. Hier, donc, on a regardé la proportion d'hommes qui étaient inscrits. On a trouvé que c'était plutôt important. Moi, j'aurais dit entre 20 et 30%. Alors, ça paraît peut-être pas beaucoup comme ça, mais pour des webinaires sur l'égalité femmes-hommes, c'est déjà pas mal. Mais c'est mon sentiment. Enfin, comme l'a démontré Claire, on est dans cette zone d'inconfort où tout le monde a conscience de l'enjeu finalement, mais on est dans cette zone d'inconfort où il est difficile de faire bouger les choses, et c'est pour ça que les recommandations
que les ailes de la COP ont bâties sont intéressantes. On a quelques propositions à faire pour aider à la féminisation des conseils. Et pour ça, on voulait présenter rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Bonjour à tous, donc, je vais me présenter. Je suis Sylvie Robin, je suis membre du bureau du groupe coopératif Vivado dans le GERS. Et donc, je fais partie du groupe des ailes de la COP depuis le démarrage en 2018. Alors, j'ai des productions sur mon exploitation. Nous sommes en polyculture élevage, canard engraissé, bovin, céréales et viticulture. Bonjour, Sylvie Franchement, je suis agricultrice dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne, et je suis en production laitière en GAEC, mon mari et mon fils, et je suis administratrice de Reden. Bonjour, donc je suis Élodie Casaban, je suis agricultrice dans les Hautes-Pyrénées, une exploitation en GAEC sur 3 ateliers, vignes, abeilles et céréales. Et j'ai été membre du conseil d'administration de la coopérative Euralis, basée à Liscar dans les Pyrénées-Atlantiques, pendant 8 ans. Voilà, j'ai quitté ce conseil d'administration il y a quelques mois, à la dernière assemblée générale. Je suis Maria Uiterwaal. Je suis installée en exploitation laitière dans la Finistère en Bretagne. Je suis administratrice au sein de la coopérative Even. Je suis Muriel Non, j'ai 50 ans, je suis installée en société en EARL avec mon mari. C'est une exploitation en polyculture élevage avec production de semences et la vente directe en bovin viande sur ma ferme. Je suis administratrice de ma coopérative Terre Atlantique en Charente-Maritime depuis 7 ans et membre du bureau de ma coopérative depuis 1 an. Porte-parole des ailes de la COP depuis plusieurs années aussi. On va essayer de vous expliquer un petit peu quelle est l'origine historique un peu de ce collectif que nous avions un peu baptisé le club des administratrices de France. Donc, c'est un petit peu à l'initiative de COP de France à l'époque que ce groupe s'est créé en 2018. Nous avons réalisé et travaillé en fait sur nos expériences respectives et on avait à peu près toutes les mêmes interrogations et les mêmes remarques quant à la mixité dans nos conseils d'administration. On a beaucoup travaillé sur des formations, notamment sur l'assertivité, sur la prise de parole en public. L'idée, c'était quand même de se réunir régulièrement et de faire un fort réseau entre nous, entre administratrices. On n'explique pas pourquoi nous sommes principalement sur l'arc atlantique. On n'arrive pas à recruter encore des membres dans les ailes de la COP de l'autre côté de la France, mais on est persuadé que vous allez très vite nous rejoindre si vous nous écoutez aujourd'hui. Nous sommes arrivés jusqu'en 2021 avec un soutien fort et de plus en plus fort de la coopération agricole qui nous a permis de continuer à nous former, notamment sur l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, on a vraiment mis un fort accent sur la communication des ailes de la COP, aussi bien dans la presse écrite que sur les réseaux. Et puis, la coopération s'est engagée et nous aide ce matin dans la préparation de ce webinaire. Donc, je vais profiter juste de ce petit laps de temps qui m'est accordé pour remercier Cécile Anduru qui fait partie de Solutions de Plus et qui nous a aidés au départ et au démarrage de ce groupe. Claire qui est notre mentor à nous et qui nous a fait naître et émerger, voilà. Et qui nous a fait évoluer, qui nous accompagne depuis 2018. Et évidemment Marine, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui parce que Marine... Tu t'es présentée, Marine? Non. Marine est juste juriste et directrice des affaires juridiques de la coopération agricole et travaille notamment sur la commission gouvernance sur tout ce qui est féminisation des coopératives agricoles. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Quant à notre groupe, donc... nous avons fait une première partie de ce webinaire avec Claire
sur tout ce qui était, quels étaient les freins. Nous, maintenant, l'idée, c'est de vous donner les clés. Donc, recruter des femmes dans les conseils d'administration, finalement, ça nous amène souvent à entendre beaucoup et très souvent les mêmes choses. On entend souvent les femmes, je veux bien, mais j'en trouve pas. Ou bien la cause est juste, mais... Et puis la parité, c'est pas possible. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Le conseil d'administration, c'est pas une réunion temporaire. On a choisi Arlette parce que c'est une femme. Le poste de trésorier, c'est un petit peu trop technique pour une femme. Donc, toutes ces petites phrases qui tuent, on les a toutes déjà entendues. On va commencer par faire un petit état des lieux qui comporte un état des lieux de la gouvernance coopérative pour ceux qui seraient un tout petit peu moins familiers et des contraintes de cette gouvernance, et puis un état des lieux objectif sur la féminisation des conseils. Alors, juste rappeler que les règles de gouvernance coopérative prévoient des élections au conseil d'administration pour une démocratie représentative et que, en conséquence de ça, les coopératives, elles cherche à avoir des membres du conseil d'administration qui soient un minimum préparés, formés, amenés à comprendre toutes les problématiques de la coopérative, ce qui est quand même assez différent des problématiques uniquement de son exploitation. Donc, il y a vraiment besoin d'investir, je dirais, sur des membres qui sont vraiment volontaires, d'où la difficulté parfois de trouver des bonnes volontés, parce que ce n'est pas toujours simple, et ça nous est souvent opposé, si je peux dire, ce n'est pas toujours simple d'avoir c'est pas celle-là, d'avoir des gens de bonne volonté qui veulent bien s'investir. Et puis par ailleurs, il faut toujours garantir, je suis désolée, mais on n'a pas ouvert la bonne présentation, ça ne va pas défiler comme vous voulez. Garantir la liberté de se présenter jusqu'au dernier moment à l'AG, parce que la démocratie coopérative, c'est une démocratie totalement libre, et c'est très important qu'on garde cette garantie, et ça peut d'ailleurs permettre à un certain nombre de femmes d'accéder au conseil d'administration. Alors, toujours dans l'état des lieux, quelles sont les recommandations qui sont faites? Alors, on a un haut conseil de la coopération agricole qui a bien déclaré que féminiser les conseils était un vrai enjeu de représentativité et de bonne démocratie coopérative. Malgré ces recommandations, on a quand même une mise en œuvre de la féminisation dans les conseils qui est assez lente, toujours en progression, si on veut voir les choses un peu positivement, mais quand même assez lente, puisque on est passé depuis 2017 de 8,4% des conseils à 9,7%, alors que les chiffres de la MSA nous démontrent qu'un quart des chefs d'exploitation co-exploitantes sont des femmes ou associées sont des femmes. Donc, elles sont potentiellement associées coopérateurs, évidemment. Heureusement que tu m'as donné le truc. Alors, toujours dans l'Observatoire de la révision, donc, on constate que 86% des coopératives révisées ont renouvelé des administrateurs sur les 5 dernières années, ce qui est conduit, Claire a inséré ça dans le quiz tout à l'heure, qui conduit à dire qu'il faut 21 ans pour renouveler tout un conseil. Donc, pour l'instant, le rythme naturel, je dirais, est un petit peu lent. Donc cette sous-représentation des femmes, étonnamment, on la retrouve pas, enfin on la retrouve pas sur la question de l'âge. La moyenne d'âge des administrateurs, c'est 51 ans, alors que la moyenne d'âge des chefs d'exploitation, c'est 49 ans et demi, ce qui fait que globalement, on a une représentation assez juste en termes d'âge. Pour autant, donc, malgré ce déficit de représentation des femmes, soit 91% des membres des conseils d'administration qui étaient interrogés estiment que le conseil est représentatif de l'ensemble des associés coopérateurs.
Alors, quelles sont les sources d'évolution? Il y en a plusieurs. La première, je dirais que c'est une espèce de pression générale qui fait que globalement, la discrimination est de moins en moins tolérée. J'écoutais à la radio en venant ce matin que les députés européens ont adopté ce matin un projet de directive qui imposera à tous les États d'avoir une législation comme la loi Copé-Zimmermann dans toute l'Europe. Donc, ça prouve bien que le sujet ne perd rien de son actualité. En France, on a légiféré en 2011 avec la loi Copé-Zimmermann, donc qui imposait des conseils d'administration paritaires dans les entreprises, les grandes entreprises essentiellement, et les entreprises commerciales, donc les coopératives n'étaient pas visées par la législation. On a aussi une loi Pacte qui a fait évoluer les choses en 2019 avec de la parité qui a généralisé la parité dans tous les organismes d'État et qui a abaissé le seuil des entreprises concernées par l'obligation de parité des conseils d'administration. Donc, c'est maintenant les entreprises de plus de 250 salariés, ce qui n'est pas beaucoup. Et puis, une loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle qui a imposé la parité dans les COMEX, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les COMEX, où la parité n'était pas réglementée, étaient finalement un privilège assez masculin. Donc, il y a plein d'autres exemples pour dire que la discrimination est de moins en moins acceptée. Il y a aussi des déclarations politiques diverses et variées. Mais bon, j'ai pris juste là des marqueurs de loi. Une autre évolution, c'est l'implication, alors on espère que ça aura autant d'effets, c'est l'implication de la coopération agricole dans le sujet avec l'adoption en novembre 2021, de recommandations sur la féminisation des conseils, qui sont les recommandations qui avaient été travaillées en amont par les ailes de la COP, et puis la mise en place de plans d'action dans le réseau pour essayer de faire en sorte que ces recommandations continuent produisent des effets. Une autre source d'évolution assez récente, c'est la constitution d'une mission d'information sur le secteur coopératif dans le domaine agricole qui a été constituée le 3 novembre 2021. Je vous ai mis juste pour mémoire sa composition, qui a travaillé entre décembre et janvier et qui a publié un rapport le 16 février 2022 avec 23 propositions. Il faut savoir que deux grands axes qui ont vraiment intéressé les parlementaires, c'était la gouvernance coopérative et le renouvellement des générations. Et dans les deux items, dans les deux préoccupations, on retrouve la question de la féminisation. Et du coup, ça a amené une proposition numéro 4 de ce rapport qui a été rendu le 16 février, qui est dans laquelle cette proposition fait bien le lien entre la bonne démocratie, la bonne représentativité et la féminisation, puisqu'il s'agit de dire qu'il faut favoriser le renouvellement et la représentativité des conseils, mettre en place dans les coopératives des stratégies de renouvellement avec un travail de diagnostic systématique. Alors, c'est intéressant qu'on a parlé du diagnostic dans la COP juste après, et encourager les coopératives à développer des mécanismes de mentorat ou d'administrateurs stagiaires de façon aussi à intégrer plus facilement notamment les femmes agricultrices et accroître la part des femmes agricultrices au sein des conseils d'administration en instaurant des mécanismes de représentation à due proportion du nombre d'agricultrices parmi les associés coopérateurs. Donc là, on a une avancée sur deux points. D'abord, on a une recommandation qui était faite par le HCCA, par LCA, etc., qui était de dire qu'il ne s'agit pas de faire de la parité, pour reprendre l'expression mais de toute façon, il y a plus d'hommes que de femmes. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir des conseils représentatifs. Donc, on est bien sur une proportion. Ça, c'est un point qui est important à discuter parce que lors de la remise du rapport, Stéphane Travers, qui en était rapporteur, a bien dit, et il l'a redit depuis, il a pris position sur le fait que c'était une recommandation à minima, mais que pour lui, la bonne législation, ce serait d'imposer la parité. Donc, comme dans les conseils d'administration de sociétés commerciales, c'est au moins 40% de femmes ou au moins 40% d'hommes dans les conseils d'administration. Donc, c'est dire que cette demande qui est la représentation des femmes à due proportion du nombre d'associés coopératrices, c'est une demande modérée. On a un mouvement politique qui dit que ce n'est pas suffisant, il faut même aller jusqu'à la parité, même si on sait
qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même, qui alerte un petit peu, enfin, qui doit faire prendre conscience que le sujet, il peut être vu de façon encore plus radicale que ce qu'on peut apporter. Et puis, le deuxième point d'avancée, c'est qu'il y a une recommandation pour rendre le mécanisme de bonne représentation obligatoire, c'est-à-dire une demande d'intervention législative pour toutes les coopératives qui dépassent certains seuils. Or, ces seuils sont assez bas puisque ce sont les seuils à partir desquels les coopératives ont la révision coopérative et c'est 50 associés coopérateurs, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 1 million d'euros de total de bilan. Dès lors qu'on dépasse deux de ces trois seuils, de ces trois chiffres, eh bien, on aurait une obligation d'assurer la bonne représentation. Alors maintenant qu'on a fait ce petit point d'étape, je vais redonner la parole à Muriel qui va nous dire pardon, ce qu'il faut faire dans les conseils d'administration maintenant. Ok, merci Marine. Donc évidemment, le premier travail à faire, ça va être un travail nécessaire sur votre conseil d'administration. J'imagine que nous avons des présidents de coopératives aujourd'hui avec nous. Moi, je l'espère. Et donc, il va d'abord, sans doute, et à notre avis, falloir former votre conseil d'administration à la mixité. Intégrer dans la formation des nouveaux administrateurs, aussi bien, mais dans la formation initiale des nouveaux administrateurs que dans la formation continue que l'on a régulièrement administrateurs, administratrices de COP, il va falloir absolument parler de la mixité dans ces formations-là. On a mis les plus anciens administrateurs aussi. C'est souvent important de rappeler à tout le monde l'intérêt de la mixité dans une coopérative. Donc, comme Claire l'a souligné tout à l'heure, il s'agit bien de sensibiliser vos conseils d'administration, de parler du sujet, oser vraiment travailler le sujet. Une fois que vous serez tous convaincus, je dis tous ou toutes, parce qu'il y a sans doute aussi des femmes présidentes de leur coopérative, convaincus de l'intérêt de la mixité, formalisez-le. Formaliser ce fait que nous sommes, que nous avons de l'intérêt à trouver de la mixité et de l'égalité, pas forcément égalité, mais une représentativité des femmes dans nos coopératives. Et donc, du coup, il va s'agir d'en faire référence dans tous les documents qui concernent la coopérative, les règlements intérieurs, les statuts, les chartes de gouvernance. Il va falloir vraiment écrire tout ça. Comme disait des proches, à tout objectif flou, connerie précise, alors essayez d'être clair en formalisant cet objectif. La suite, c'est de mettre en place un outil simple pour rendre compte systématiquement de la féminisation des conseils d'administration, des bureaux, dans le rapport annuel sur la gouvernance des coopératives. N'hésitez pas à faire un point tous les ans à votre assemblée générale, ça c'est très important. Ça répond aussi à un objectif et une obligation de la loi Egalim qui proposait de mettre dans le rapport annuel une partie sur la gouvernance des coopératives, le suivi de la féminisation du conseil et du bureau et de toutes les instances et les conseils de section, de région, etc. Donc, rendez compte. Ensuite, c'est de communiquer. Communiquer, alors il ne s'agit pas que de rendre compte, il faut aussi communiquer auprès de vos adhérents, des associés coopérateurs, des salariés, de vos partenaires, à l'Assemblée générale, dans la newsletter. N'hésitez pas à adopter un langage épicène. Alors, épicène, ça ne veut pas dire forcément une écriture inclusive qui est très souvent illisible quand on rajoute le .e.es. C'est très compliqué, mais évitez de dire nos administrateurs, dites plutôt vos membres du conseil d'administration.
Là, vous êtes sûr que vous englobez les administratrices. Voilà, pour ce qui est du langage épicène. On va plutôt passer maintenant la parole à Sylvie, qui va vous expliquer comment créer une commission de renouvellement. Oui, merci Muriel. Donc, moi, je vais parler de la commission de renouvellement. Effectivement, la mission première de la commission, ça va être de répertorier le nombre de femmes dans le sociétariat de la coopérative. C'est-à-dire que certaines fois, nous avons l'impression qu'il y a déjà pas mal de femmes dans notre conseil d'administration. Et finalement, quand on fait le rapport, on se rend compte que non, on est en dessous du pourcentage, de la représentation justement des femmes par rapport à ce qu'elles représentent en tant que chef d'exploitation. Donc, ce qui est important, c'est bien de vérifier si les associées coopératrices sont correctement représentées au sein du conseil d'administration, mais surtout du bureau. Donc, on fait un état des lieux des compétences des membres du conseil d'administration. Effectivement, c'est vrai que quand l'on sollicite des femmes pour venir dans les conseils d'administration, on se rend compte que finalement, elles ont beaucoup de connaissances ou de professionnalisme avant dans différentes branches. Dans le groupe que nous sommes, par exemple, nous avons Muriel qui fait de la vente directe. Nous avons Sylvie qui était elle, au niveau commercial. Nous avons Élodie qui est ingénieure agronome et Maria qui nous vient des Pays-Bas. Tout ça nous fait voir que justement, nous avons une diversité. Et comme nous disait Claire Sadi tout à l'heure, la mixité donne de la richesse. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'en priver. Il faut faire attention aussi au niveau des nouveaux installés, sensibiliser les membres de la coopérative afin qu'ils puissent relayer les informations sur les profils des nouveaux installés à la commission. C'est-à-dire faire un lien avec des gens qui sont déjà en place, c'est-à-dire faire un parrainage ou un marrainage. Ensuite, recenser le cumul de responsabilités. Effectivement, on se rend compte, et ça c'est plus particulier au niveau des administrateurs, qui cumulent un certain nombre de mandats. Alors effectivement, on est administrateur COP, on est maire de la commune, on est dispersé un petit peu partout, et on fait quelquefois tout et rien, en fait. On est dispersé et on ne peut pas se concentrer sur le fonctionnement de la coopérative. Donc, il faut être très, très vigilant pour cela. Et puis, répertorier effectivement les départs à venir. Effectivement, le renouvellement, ça se prépare, ça s'anticipe. Donc, plutôt que de dire on ne trouve pas de femmes, elles ne veulent pas, alors plutôt les inciter justement à leur faire prendre confiance en elles parce qu'elles ont une richesse qu'elles peuvent amener à la coopérative et qui sera certainement très importante et positive pour la coopérative. Donc, le renouvellement, il faut vraiment le préparer en amont. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue Sylvie. Collègue et voisine. Bon, je vais continuer dans le même sens que Sylvie. Je vais même un peu plus approfondir pour vous vraiment donner une vraie méthode. Parce que moi, je l'ai vu par réunion. J'ai suivi la formation Sénèque l'année dernière. J'ai plusieurs collègues qui me disaient, mais en effet, il y a des femmes, mais on ne sait pas du tout comment s'y prendre pour aller les chercher. Donc, on va vous donner quelques petites méthodologies relativement simples. Le principe de base, c'est déjà essayer d'établir une liste de candidates possibles, celles qu'on voit en premier temps, on va dire, parce que les femmes, vous savez, comme moi, ont une maigre propension à se proposer spontanément. Donc, souvent, il faut aller les chercher. Donc, on essaie déjà de faire un premier listing des personnes qu'on connaît directement. Et puis, lors des AG, il y a des jeunes femmes ou des femmes tout court d'ailleurs qui se présentent aux AG, qui viennent les suivre. Ces dames-là, il faut essayer de les répertorier, essayer justement de les faire candidater spontanément. C'est un premier point qu'on peut vous donner. Autre cette petite image pour l'humour, hein, on l'a vu furtivement.
la maman la petite jeune fille, ou petit garçon d'ailleurs, je sais pas, des petites couettes, il dit à sa maman, tu as mis ta cape à l'envers. Bon, un peu humour. Donc toujours dans le même principe, toujours dans l'idée de repérer les personnes qui pourraient venir justement étoffer nos conseils d'administration. Il y a ce formidable vivier de JA, et notamment dans beaucoup de coopératives, il y a cette formation qui s'appelle « À tout jeune », qui permet justement d'identifier là formellement, en plus d'autant qu'on les a avec nous en formation, tous ces jeunes gens qui pourraient rentrer dans nos conseils. Deuxième, troisième ou quatrième point qu'on peut donner, c'est ne pas se limiter au parcours classique et on a tendance justement à recruter généralement des gens qui nous ressemblent. Il y a un genre de mimétisme. Je ne vous donnerai pas la phrase que moi je dis de temps en temps parce que je vais même plus loin que ça. On se ressemble trop et justement souvent dans les parcours, alors des jeunes en général et des femmes en particulier, il y a beaucoup d'expériences diverses. Alors, tout à l'heure, on a fait le tour de la table avec des formations commerciales, des gens qui ont vraiment des profils très différents. Et quand on parlait tout à l'heure avec Claire d'intelligence collective, c'est justement ça qui va étoffer un conseil et qui va justement nous permettre d'aborder toutes les choses auxquelles on fait front. On voit bien que l'agriculture aujourd'hui a besoin de personnes qui ont justement beaucoup de diversité dans leur parcours. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel on veut insister, c'est la diversité justement des expériences. Ensuite, donc on parle des jeunes, du vivier des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. Et chez les femmes, la particularité, c'est quand nous avons eu des enfants et qu'ils deviennent un peu plus grands, du coup, ça nous rend un peu plus disponibles. Donc du coup, je pense qu'il y a le vivier des femmes on va dire d'un peu plus de 40 ans, mais peu importe, l'âge c'est pas le principe, c'est repérer les jeunes femmes ou les femmes qui justement ont un peu plus de disponibilité, qui sont parfois en GAEC et donc juste exemple GAEC ou société d'ailleurs, et qui justement ont des apprentis et qui peuvent peut-être justement donner un peu de leur temps pour venir étoffer nos conseils d'administration. Après, point très important, dans nos conseils d'administration, nous avons des OP, et moi particulièrement, je vois dans le sud-ouest de la France, mais sur l'arc atlantique également, il y a beaucoup de producteurs avicoles, et dans ces producteurs avicoles, alors je pense poulet, poule pondeuse, canard, ce que vous voulez, il y a beaucoup de femmes, il y en a même énormément en général, parce qu'on l'a vu sur les photos de Claire, les dames aiment beaucoup les animaux, donc du coup il y a des femmes. Autre lieu où il y a également beaucoup de femmes, c'est la viticulture par exemple, donc pas de faux prétexte, des femmes il y en a. Et puis ensuite, eh bien, on peut aussi chercher dans l'ensemble des adhérents les connaissances. Les techniciens sont souvent un repère, hein, aussi justement, ils voient, enfin, ils passent chez nous sur nos exploitations et c'est là que justement ils se disent là, il y a peut-être quelqu'un d'intéressant. Et donc justement, il faut bien mettre tous les leviers possibles en place et les administrateurs, les techniciens, enfin, il y a plein de choses à faire. Moi, ce que je veux dire surtout là maintenant au nom de notre groupe, c'est qu'on sait très bien aussi que ce sont nos présidents ou nos bureaux qui doivent mettre en avant cette volonté de faire avancer justement la féminisation de nos conseils. Et donc, j'en appelle, et Muriel le refera tout à l'heure, j'en appelle à ce que toutes nos gouvernances saisissent ce sujet, parce que je pense qu'il y a un potentiel et que nous, enfin, les 5 femmes qui sont ici ce matin, qui sommes membres de conseil d'administration, on a vraiment plaisir à y participer, à ces conseils d'administration. Et sincèrement, c'est même des bons moments de partage et de bonheur en général. Et donc, j'invite tout le monde à nous suivre, en fait. Hein. Donc, messieurs, un peu de volonté. Alors, oui. Peut-être Élodie, maintenant, va nous dire, une fois qu'on a vraiment repéré des femmes qui peuvent être candidates, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles s'intègrent? Alors, ce qu'il faut faire pour qu'elles s'intègrent et pour qu'elles restent. Voilà, mode d'emploi. Parce que sinon, on reviendra à la première critique. Je voudrais des femmes, mais je n'en trouve pas. En réalité, des femmes, on en trouve. Et il y a beaucoup de coopératives dans lesquelles elles ne font pas long feu. Donc, on a essayé de vous lister tout un tas de petits ingrédients qui, mis bout à bout, vont contribuer à une super recette. Alors, bien sûr, quand on rencontre une associée coopératrice et qu'on veut solliciter pour qu'elle s'engage au sein du conseil d'administration, la première chose, échanger avec elle. Donc, écouter ses craintes et ses envies pour savoir quels sont finalement ses domaines de prédilection. Analyser sa capacité de contribution au collectif, ce qui signifie finalement le temps dont elle dispose. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des femmes qui soit vont être sursollicitées parce qu'il y a tellement peu de femmes dans les conseils qu'on leur charge la mule. Résultat, et j'en ai vu dans mon conseil d'administration, un burn-out.
Et puis, prendre en compte ses compétences. Donc là, regardez la petite illustration sur la droite. Sois belle et tais-toi. Bon, on l'a barré. Si vous voulez, quand vous allez chercher une femme pour qu'elle vienne au conseil d'administration, c'est bien clairement pour ses compétences. Ce n'est pas une option qu'elle vienne uniquement parce que c'est une femme. Le deuxième point, la conforter dans sa légitimité. Il faut être conscient et il faut lui exprimer que les métiers des chefs d'exploitation sont multiples. Souvent, les femmes ont des tâches un peu différentes dans les conseils d'administration de type transformation, vente, gestion, soins aux animaux, viticulture, etc. Si je voulais caricaturer, je vous dirais, il ne faut pas être tractoriste pour être administratrice. Voilà. Donc, c'est important de le savoir et de lui dire parce que les femmes souffrent fréquemment de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Si je n'ai que 80% de ce que j'imagine être la compétence demandée, je ne me sens pas légitime. Eh bien, il faut bien lui dire que si elle l'est, pour qu'elle l'intègre. Troisième point, s'engager à ce qu'elle ne reste pas seule, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas la seule administratrice dans un conseil. On vous a parlé tout à l'heure du seuil de 30% de mixité nécessaire pour qu'il y ait une intelligence collective qui se mette en place dans un groupe. 30% dans un conseil d'administration, il faut bien comprendre que ça fait de l'ordre de 6 femmes dans un conseil. Donc, il faut lui dire qu'elle ne restera pas seule, que du coup, un climat serein va s'installer dans le conseil d'administration et que vous êtes en route pour en recruter d'autres. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de la sérénité dans l'ambiance générale d'un conseil d'administration. Parce que quand il y a peu de femmes, il faut savoir, et c'est du vécu ici autour de la table, que certains hommes, parfois, ont des propos agressifs, des propos méprisants, parfois condescendants. Il y a de tout. Et honnêtement, l'effet masse est vraiment important. S'il n'y a pas assez de femmes, il faut savoir que seules les femmes les plus coriaces, les plus résilientes, vont s'accrocher et vous aurez des défections, très probablement. Le quatrième point, c'est lui garantir qu'elle sera bienvenue et que sa parole sera écoutée. Si vous avez formé les hommes à la mixité, comme on vous l'a suggéré tout à l'heure, et au respect de la parole, elle sera bienvenue. Quant à la parole, il faut savoir qu'en général, les femmes parlent moins fort, se mettent moins en avant. Il y en a beaucoup qui disent qu'elles ne sont pas écoutées. On est fréquemment interrompu, plus souvent que les hommes. Ce sont des comportements qui déstabilisent, qui font perdre la confiance en soi. Donc, si le savoir-être des hommes évolue dans un conseil d'administration, on aura un conseil mixte. Sinon, vous n'aurez que des super warriors qui vont rester. Cinquième point, proposer un parrain ou une marraine pour aider à l'intégration de ces femmes. Alors, les liens interpersonnels entre les élus sont très importants parce que vous pouvez avoir des femmes qui passent 10 ans dans un conseil sans que les hommes ne tiennent compte de leur parole, de leur présence. Et donc là, un cercle vicieux s'enchaîne avec la femme qui est là parce que c'est une femme, c'est un alibi. Donc, elle se sent illégitime, donc elle rentre dans sa coquille, donc elle prend moins la parole, donc elle paraît totalement inutile finalement aux hommes qui pensent avoir bien raison de l'ignorer, etc. Donc, si vous voulez, ces liens interpersonnels, parrain-marraine, sont une petite astuce pour aider aussi à l'intégration et à trouver des sponsors, des relais dans le groupe qui font écho à sa parole et lui donnent aussi légitimité. Le sixième point, on en a déjà parlé, lui promettre qu'elle ne sera pas un simple faire-valoir. Concrètement, une femme peut être responsable d'une commission, peut être présidente d'une organisation de producteurs, peut être présidente d'une section locale. Si vous ne donnez pas de responsabilité aux femmes, il est évident qu'elles vont s'étioler et dans certains cas, quitter un poste dans lequel elles estiment ne pas avoir finalement d'utilité. Autre petit point, les femmes, pour elles, il n'y a pas que la commission communication. Hein? Il y a aussi des sujets plus éloignés. Il y a des femmes qui sont très à l'aise avec la finance, avec les ressources humaines, avec tout un tas de sujets, pas toujours ceux forcément auxquels on parle, et on en revient au premier point, la discussion. Septième point, adopter le mode de travail du conseil d'administration et du bureau. Donc en fait, il peut y avoir des contraintes de type éloignement,
de type réunion le soir, de type réunion pendant les congés scolaires où les femmes sont moins disponibles. Donc, notre propos, ce n'est pas de dire que tout doit passer en visio. Certainement pas. Il est très important que les réunions aussi en présentiel se maintiennent pour le lien, etc. Mais pourquoi pas réfléchir à ce que certaines réunions, par exemple des réunions plus techniques, se tiennent sur, par exemple, un temps limité comme 1 heure, pendant lesquelles tout le monde, alors des temps limités et en visio, et l'ensemble du conseil d'administration bénéficiera de ce type de pratique où on va finalement optimiser le temps. Et le 8e point, vous pouvez parfaitement proposer aux femmes qui veulent être administratrices de rejoindre notre groupe. Les ailes de la COP, c'est un groupe dans lequel on se forme, on échange, on se rassure, finalement on développe beaucoup d'amitié et puis en plus, on est vraiment des filles super sympas et il est certain que ça les aidera à se trouver beaucoup plus à l'aise dans leurs fonctions. Alors, merci beaucoup Élodie pour ce 4e point. Peut-être pour finir, repasser la parole à Muriel pour fermer le propos. Pour finir, évidemment, j'espère que nous vous avons convaincus, surtout les présidents ou présidentes de coopératives. Quand on dit souvent l'expression que j'ai repris, que je reprends de Claire, qui nous dit hier qu'un escalier se nettoie ou se balaye par le haut, il est bien évident qu'il faut que ce soit le sommet de nos gouvernances qui soit convaincu de ce que nous avons raconté ce matin. C'est vraiment le point de départ essentiel, y croire, le vouloir pour que ça marche et que ça réussisse. De fait, voilà. On a merci Marine, on a une deuxième question de Christelle Josse de la coopérative Terrena qui demande pour les COP qui ont engagé un objectif féminisation, ce plan concerne-t-il uniquement la mixité du conseil d'administration ou se décline-t-il aussi sur l'équipe de direction? Alors, il y a 2 choses effectivement différentes, hein, parce que ce sont 2 corps de règles différents. Mais le fait est qu'une entreprise, pour plein d'autres raisons, et notamment la loi sur l'égalité des chances du 24 décembre, hein, le petit cadeau de Noël de cette année, là, 24 décembre 2021, vous l'avez dans les slides, prévoit effectivement un équivalent dans les équipes de direction. Par ailleurs et depuis longtemps, dans les objectifs RSE, on a ce type de marqueur, ce type d'indicateur à suivre. Donc, bien sûr que c'est plus vaste. Nous, là, on parle vraiment de la gouvernance des coopératives avec vraiment un axe représentativité et bonne démocratie, bon fonctionnement de la démocratie représentative, et donc forcément des élus. Mais le sujet, il se pose de la même façon. La seule différence sont les contraintes que j'ai expliquées au début. C'est-à-dire que quand on est quand on parle d'emploi salarié, globalement, on est face à une population. Alors, ça a des biais, hein, parce que quand on recrute, par exemple, en juridique, on n'a quasi que des CV féminins. Je prends un exemple. Mais disons qu'on a une population globale qui est moitié homme, moitié femme, alors que quand on parle élection, on a une population qui est celle du sociétariat de chaque coopérative, d'où l'intérêt d'aller faire cette photographie régulière du sociétariat pour ensuite continuer à comparer l'un et l'autre. Mais je pense qu'il est juste d'aborder dans vos coopératives les 2 sujets de front. Voilà, pour les questions, on a une vice-présidente de coopérative qui vous salue et qui indique qu'elle souhaite rejoindre le mouvement des aides de la COP. Donc voilà, votre message a eu un écho. Bienvenue. Elle est évidemment la bienvenue. Nous avons besoin de forces vives. Alors, il y a une autre question. On parle de violence verbale ou de stéréotypes genrés renvoyés aux femmes administratrices. Est-ce que vous faites un travail de formation auprès des femmes administratrices de type autodéfense verbale, etc., au-delà de la formation à la mixité suggérée dans les recommandations? Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que, alors là, je témoigne, hein, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais très étonnée, effectivement, par certains récits, hein, et ce qu'on peut appeler effectivement de la violence verbale. Je pense que ce type de formation
formation, comme celle sur l'assertivité, peut faire partie des formations que les ailes de la COP, dont les ailes de la COP vont se doter, parce que c'est vraiment un sujet qui est revenu notamment dans la formation sur l'assertivité. Voilà, c'est un très bon exemple de ce que les ailes de la COP peuvent apporter, c'est-à-dire qu'elles ont une réflexion sur elles-mêmes, hein, sur ce qu'elles vivent et sur ce qui pourrait s'améliorer et sur leurs besoins de formation. Donc, il y a eu la prise de parole en public, l'assertivité. Muriel l'a rappelé un peu rapidement tout à l'heure, mais précisément, ça pourrait faire partie du programme, si je peux dire, qu'on est en train de bâtir. Tout à fait. Et même si peut-être le mot violence pouvait être un petit peu fort, quand parfois on a des réflexions un peu qui nous blessent, sans que les hommes aient l'impression d'être violents ou blessants. Et bien voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. En plus, on a dépassé de 9 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas de toute façon à rester en contact avec nous. On vous répondra et on vous enverra les présentations. Merci. Je suis rassurée parce que même si on ne sait pas s'il y avait beaucoup d'hommes ce matin à nous écouter, mais j'espère que nous avons convaincu beaucoup de femmes que je vois encore à l'écran. Merci de votre écoute. J'espère vous dire à bientôt pour celles qui vont nous rejoindre. N'hésitez pas, osez nous rejoindre. N'hésitez pas, osez nous rejoindre.